C'est l'image du jour, la Marseillaise qui retentit pour la première fois au championnat du monde de judo à Budapest. C'est Johan Benjamin Gaba qui est en or. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club Sunday, votre émission 100% fight du dimanche soir. Très grosse équipe ce soir pour m'accompagner. C'est un peu le retour du duo Jalito Flora quand même, c'est un moment là. Ça fait plaisir. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Bah, très bien, très bien. Reposé? Ouais, écoute, très bien. Avoir un petit départ pour Budapest justement demain, là, pour le judo. Ça va, on est en forme, tranquillement. Toi, tu as l'air reposé aussi. Très. Oh, Max. Je suis très reposé. On voit que tu as l'air reposé, effectivement. Kabir aussi est avec nous. Comment tu vas? Ça va, super. Merci pour l'invitation. Et toi? Bah, très bien, très bien. Lui, il se fight toute la journée, mais il arrive, il est en forme. Hein, ouais, toujours. La bagarre, toujours. Pas de marque, rien, tout va bien. Tout comme notre invité du jour, on a la chance de l'avoir avec nous, notre combattant français des moins de 66 à l'AEC et au PFL notamment, c'est Mathis Duragrin qui est avec nous. Salut Mathis. Salut, ça va? Ça va et toi? Un peu fatigué. Ouais, là, toi t'as le droit en même temps. Ouais. T'es le seul qui s'entraîne vraiment tous les jours. Je dis pas ça pour toi. Il a pris une balle perdue pour gratuit comme ça? Non, mais... Non, un peu fatigué, mais ça va, on tient le coup. Bon, cool. Tu vas rester avec nous évidemment pendant toute l'émission. On parlera un petit peu aussi tout à l'heure de ton combat à venir le 5 juillet prochain. Mais d'abord, on va revenir sur le meilleur des sports de combat du week-end. Voilà le programme qui vous attend ce soir. Et ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de Français invaincus à l'UFC. Après 2 victoires en 2 combats, Oumar Sy s'est incliné la nuit dernière face à Alonzo Menifield lors de l'UFC Fight Night à Atlanta. Sa première défaite chez les pros. Et c'est peut-être le grand retour de Kamaru Usman. Après 3 défaites de rang, le Nigérian a renoué avec la victoire face à Joachim Buckley. De quoi peut-être le relancer dans cette catégorie des moins de 77 kilos. Et puis on fera le tour de toutes les autres organisations européennes et mondiales, avec notamment le KSW et la défaite de cet homme, notre Français, Eladji Ndiaye. Voilà pour le très beau programme qui vous attend. Et on va commencer par le petit tremblement de terre la nuit dernière, parce que ça y est, il n'y a plus de Français invaincus à l'UFC, puisque le dernier jusque-là, c'était Oumar Sy. Il s'est incliné lors de l'UFC Fight Night à Atlanta, défaite sur décision unanime face à l'Américain Alonzo Menifield chez les moins de 93 kilos. On va revoir les images. Défaite logique, messieurs. Jalito, t'as veillé toute la nuit. Ouais, j'ai regardé le combat, j'étais un peu déçu. Ouais. C'est ce qui revient globalement chez tous les gens qui regardent le combat. Plus pour Oumar, je pense que lui-même était déçu de sa performance, de sa prestation. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était, j'ai l'impression qu'il n'est jamais rentré dans le combat. Il n'est jamais rentré dans sa distance. Il s'est un peu cramé dans le deuxième round sur une tentative de takedown qui a duré trop longtemps, où c'est beaucoup énergivore. Donc c'est dommage pour lui que ça s'arrête maintenant, mais il faut toujours relativiser. Ça fait pas longtemps qu'il pratique ce sport. C'est son 11e combat pro. Ouais. Et c'est juste il a raté une marche, il va revenir. Et c'est pas le premier qui va perdre son zéro en 2025. Oui. C'est au moins le 6e ou le 7e à l'UFC. Malheureusement, effectivement. Ouais. En tout cas, tu parlais de lui, de sa réaction aussi. Il a posté sur Instagram, sur ses réseaux sociaux, un petit message pour expliquer un petit peu ce que lui pensait de cette défaite. Il a dit « Je ne méritais pas mieux, j'ai une profonde frustration car ce n'était pas moi et je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Cette défaite n'est qu'un pas de plus dans mon apprentissage. La route est longue et remplie d'embûches. » D'ailleurs, c'est un petit peu le même message qu'a mis, je ne sais pas si vous avez vu, Nassourdine Imavov sur ses réseaux aussi, après le combat pour Oumar Sy, en disant justement ce côté un petit peu, la défaite fait partie aussi de l'apprentissage. Kabir, on le disait, hein, c'est seulement son 3e combat à l'UFC aussi pour Oumar. Il y aura encore plein de belles choses à venir pour lui. Mais c'est vrai qu'on a senti que le Français n'était pas au top de sa forme en fait dans ce combat-là. Ouais, c'est ça. Comme le dit Jalito, il a eu du mal à rentrer sur le combat, mais comme on se le dit, il y a des signaux positifs. Même dans ses interviews, il en parlait souvent. Il disait qu'il ne comptait pas forcément conserver son invincibilité jusqu'au bout, mais il comptait la garder le plus longtemps possible. Là, il a affronté, on le rappelle, quelqu'un qui était dans le top 15 de l'UFC. C'était un gros step pour lui, mais il y a quand même des signaux qui peuvent montrer qu'il a encore de belles choses à montrer et à prouver dans l'UFC. C'est dur, hein, Mathis. Hein, tu vois, nous, on est journalistes, on regarde comme ça les résultats, les fameux 2-0, 2-1, 11-0. Ça compte, évidemment. Comment tu appréhendes, toi, la défaite, justement, dans ta carrière? La défaite, moi, je l'ai déjà connue beaucoup de fois en amateur, 4 fois contre Prigent. Ouais. On a pu le voir. Mais ça fait partie de l'apprentissage aussi, c'est comme ça que tu le vois? Je le vois plutôt que c'est obligatoire, je pense, pour moi. Ouais. On connaît tous des défaites, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Il n'y a personne qui gagne totalement tous ses sparring à l'entraînement. Mais je pense que le faire à ce niveau-là, c'est vraiment c'est un vrai... ça t'apprend plus qu'une simple victoire. C'est une vraie leçon et je pense que Oumar il pourra vraiment faire que rebondir sur ça. Et en plus, il est jeune encore. Ouais.
Et comme il a dit, c'était son 3e combat à l'UFC. Franchement, il ne doit pas avoir de remords. Tant qu'il a tout donné dans la cage, c'est tout ce qui importe. On va revenir sur le côté technique après de ce combat avec vous. On va quand même rappeler qu'il y avait une occasion, il y avait une opportunité pour le Français sur ce combat, c'était d'intégrer le fameux top 15 à l'UFC. Est-ce que vous savez d'ailleurs combien il y a de Français classés aujourd'hui à l'UFC? Alors, je dirais 5. Bonne réponse, Kabir. Il y a la tablette, j'ai triché. C'est vrai? J'ai dit 5. Incroyable. Ouais, bah, c'est fort. 5, voilà, donc c'était Ouais. l'occasion Voleur pour... de réponse. C'était l'occasion pour Oumar de rentrer dans ce top 15. Il en aura d'autres, effectivement, évidemment. On le disait, il était invaincu à l'UFC en 2 combats. Il était surtout invaincu, d'ailleurs, depuis ses débuts pro en MMA. Exactement. En 11-1 maintenant. Il y a un coup d'arrêt quand même pour lui. Il va falloir rebondir. On va regarder justement en détail le combat. Jalito, notamment pour essayer de comprendre un petit peu la défaite du Français. La première chose qui est criante quand même, c'est il a eu parfois du mal à gérer cette distance que mettait Menifield, qui lui, pour le coup, l'a super bien géré. Il a vraiment gardé Oumar à distance et du coup, le Français a manqué énormément de ses coups. C'est ce qu'on voit là sur ces images-là. On voit qu'il a énormément de ses coups qu'il ne touche pas. Exactement. En fait, Alonso, il a joué avec son jeu, c'est-à-dire essayer de contrer. Oumar était bien défensivement, il était dans la bonne distance pour défendre, il était assez loin pour ne pas être touché, mais pas assez proche pour toucher. Donc c'était compliqué, même s'il a une plus grosse allonge, une plus longue allonge, il n'a pas réussi à le toucher avec son jab. Et après, bon, c'est pour un peu dédramatiser, mais c'est pas une défaite qui est fatale à la carrière d'Oumar, c'est pas une défaite où il s'est fait dominer. C'est une défaite, on a plus l'impression où il a perdu le combat, justement sur ces détails-là, parce que s'il arrivait plus à toucher juste avec le jab et quelques low kicks, en vrai, il aurait eu assez de débit pour gagner le combat par décision. Là, c'est une défaite qui va surtout l'aider à franchir ce cap de, si je ne trouve pas la solution, switcher en plein milieu du combat et chercher autre chose. Chercher une solution. Voilà, pour trouver la victoire. Là, il a essayé de le faire d'un côté de le 2e round par la lutte. Malheureusement, il n'a pas réussi à emmener son adversaire et il a fait le truc le plus énergivore, c'est-à-dire essayer de contrôler contre la cage pendant 4 minutes, 3 minutes de contrôle. De contrôle contre la cage. de tentatives de takedown, sans mettre de coups, sans créer de dégâts. Je pense que c'est ça qui l'a le plus pénalisé. Il prend le round là, mais malheureusement, il perd des plumes au niveau du cardio. On va regarder justement ce dont tu parles, Jalito, ces tentatives de takedown qu'a fait le Français plusieurs fois. Il s'est épuisé justement avec ça parce qu'à l'inverse, Menifield, pour le coup, lui, il a super bien défendu et ça lui a même permis de contre-attaquer. Mathis, on aimerait bien aussi avoir ton analyse là-dessus parce que la défense de takedown, pour le coup, de Menifield, elle est très bonne et c'est vrai qu'Oumar s'est un peu entêté en fait dans cette situation-là. Ouais, ce que je vois, en fait, c'est qu'Oumar, il l'a très bien fait. Il a ce que les Dagestanais, ce que maintenant les gens font aujourd'hui, c'est de la lutte en chaîne. Ce que notre coach Gaëtan Hurtel nous apprend, c'est on ne s'arrête pas sur une action. Le double leg, il ne fonctionne pas, je repars sur un single leg. Si ça ne fonctionne pas, je repars en gréco. Si ça ne fonctionne pas, je peux partir sur des crochetages de judo. Ou encore, il y a un panel technique vraiment très grand. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il s'entête sur le double leg. Il est reparti sur le single leg. Il repart sur le double leg. Donc, ce que tu appelles le double leg, par contre, je vais vulgariser un peu, c'est la prise qu'il y a sur les 2 jambes. Voilà, c'est ça, c'est la double attaque de jambes où j'ai attrapé, saisir les 2 jambes pour essayer de faire tomber mon adversaire. Et sauf qu'à un moment, je crois que c'est déjà passé, il part sur la jambe droite de Menifield. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, il a mis tout son poids là, il est plus fort pour défendre là. À la place d'Oumar, ce que moi j'aurais fait principalement, c'est de soit repartir sur la jambe droite ou totalement relâcher pour reboxer et relutter juste après. Parce qu'on sait que Menifield, on l'a vu sur sa distance, il a très bien, il l'a géré parfaitement. Il s'attendait à de la lutte dès le départ. Il ne touchait pas, etc. Mais je pense que le travail de feinte, de low kick, comme Jalito l'a dit, ça aurait ouvert des portes à Oumar pour pouvoir gagner ce combat-là plus facilement. On sent qu'il n'a pas trouvé cette solution-là, en tout cas. Et on va le voir aussi, Kabir. On le disait tout à l'heure que finalement, il avait eu du mal à toucher son adversaire. Pour le coup, Menifield, lui, à chaque fois qu'il l'a touché, il l'a touché plusieurs fois. Et c'était des coups impactants. Ça l'a fait mal aussi aux Français à chaque fois. Ouais, c'est aussi ça, à mon sens, qui lui a donné des clés pour avoir un bon scoring. Il a réussi à l'avoir dès le début du combat avec des gros crochets. Comme on le disait, il y a un gros écart de taille entre les deux. Donc forcément, la boxe en ligne, c'est à l'avantage d'Oumar. Mais Menifield, son objectif pour lui, ça va être de casser la distance en étant explosif et en remisant avec des crochets gauche et droite. Et donc il a réussi à le faire dès le début du combat, causer du dégât. Et derrière, si on ajoute à ça sa belle défense de lutte, finalement, il s'est rendu le combat facile. Et pour revenir sur la prestation d'Oumar, effectivement, comme tu l'as dit, Jalito, il n'a pas forcément... il s'est pas fait rouler dessus, en fait. C'est juste qu'il n'a pas réussi à dérouler sa boxe. Et il en parlait, il a des regrets par rapport à ça, du fait qu'il n'ait pas forcément peut-être trouvé la solution. Mais sur ces aspects-là, c'est évident que... La boxe, ça a été un gros défaut, surtout dès le premier round pour Oumar.
C'est difficile deux fois de trouver le rythme ou la distance. En fait, c'est compliqué. C'est ça être dans un grand soir. C'est avoir la distance, avoir le coup d'œil. Il y a aussi le fait de... Il ne trouve peut-être pas la distance. Et aussi, le coin aussi, ça joue énormément dedans. Les conseils du coin. Tout à fait. Est-ce que ça a été les bons conseils ou est-ce que lui-même il a peut-être entendu les conseils, les mettre en place. C'est intéressant parce que dès le début, tu entendais le coin de Minifield qui disait le 3-4 il passe, le 3-4 il passe, donc les deux crochets, crochet avant, crochet arrière. On l'a entendu. Et dès le début, il disait en fait tu peux commencer à dérouler parce qu'il touche pas. Il le disait ouvertement comme ça. Et du coup en fait c'est un indicateur. Tu es dans le coin adverse, tu entends ça qui passe. Tu l'as un petit peu là, quoi. Bien sûr. Du coup, tu dis à ton athlète de retravailler, etc. Mais c'est compliqué si l'athlète, il n'arrive pas à... Des fois, il y a des petits blocages comme ça. Il n'y a pas la lucidité aussi à ce moment-là pour mettre en place tout ce qu'il entend. En tout cas, nouvelle défaite pour un combattant français en 2025. Bilan mitigé pour notre tricolore à l'UFC. 4 victoires et 5 défaites. Alors, il y a eu des victoires importantes, évidemment, comme celle de Nassour face à Adesanya. Et puis, il y a eu des défaites importantes aussi, comme celle de Manon Fiorot, évidemment, face à Valentina Shevchenko. On se rassure, ça va rebondir pour nos Français. C'est pas forcément significatif ce genre de chiffres. Les prochains Français d'ailleurs qu'on va retrouver à l'UFC, ce sera Morgan Charrière le 12 juillet prochain, ce sera à Nashville. Et puis il y aura Nora Cornell aussi, déjà de retour dans la cage. On l'avait suivie à Miami. Elle sera cette fois-ci à l'Apex de Las Vegas le 2 août prochain. Le retour aussi de Morgan qui restait sur une défaite. On a envie de le voir aussi celui-là. Ouais. Et on espère surtout qu'il va revenir avec une victoire. Ouais. Et avec un beau finish comme il sait le faire. C'est exactement ça. Ou un combat spectaculaire, même s'il gagne à la décision, mais que Morgan fasse du Morgan et que surtout qu'il repart sur la bonne voie. Ouais, et qu'il se lâche aussi un petit peu. Le main event de cette soirée UFC Atlanta nous a livré un enseignement. Messieurs, et si Kamaru Usman n'était pas mort finalement? C'est la question qu'on se posait après 3 défaites de rang. L'ancien champion des moins de 66 a renoué avec la victoire face à Joaquin Buckley. Victoire sur décision unanime. C'est sa première victoire depuis novembre 2021, quand même, pour le Nigérian, qui avait depuis perdu 2 fois, on le rappelle, face à Edwards, puis face à Chimaev. Ça y est, il est de retour, Kabir? Ouais, clairement, il est de retour et on voit, non sans émotion, ça a touché. On en parlait avec Mathis, on était tout autant émus que lui, surtout quand on se rend compte, l'exploit que c'est de revenir après 3 ans, 3 ans, 38 ans, défaite, 38 ans. Et justement, j'ai bien aimé son interview post-combat parce que forcément, cette semaine, il a pris cher sur les réseaux. On vannait beaucoup ses genoux, même sa le condition soir physique. du combat, quand il descend, les images quand il descend du van. Oh, les gens, ils étaient en peine. Il a plus de genoux. Les genoux sont en train de crier, des montages. Et justement, on va l'écouter, Kamaru Usman, après justement sa victoire, 38 ans. On l'a dit, il n'avait plus combattu depuis mars 2023 avec ses problèmes aux genoux. Il a tenu à remettre les choses au clair et vous allez voir un non sans émotion. You know, I know it's a running joke. Everybody want to get on the internet and talk shit. Oh, his knees. Well, shut the fuck up. I can still do what I do. C'était important, on le sentait aussi qu'il a été touché un petit peu dans son orgueil aussi, Kamaru Usman, parce qu'évidemment, il y a toute la pression qui s'est mise à lui-même, puis il y a tout ce qu'il entend autour. J'imagine quand on est combattant, on essaye de faire un peu le vide, mais lui, c'est venu jusqu'à ses oreilles, surtout quand ça touche la santé, le physique, comme ça, là, on sent que l'orgueil a parlé aussi. Surtout que c'est quelqu'un d'exposé, il a son propre podcast. C'est une grosse personnalité au sein de l'UFC, c'était un champion populaire avec une grosse fanbase, donc il n'est pas à l'abri. Et surtout, on aime bien se moquer des anciennes gloires. C'est un truc humain et c'est un truc qui se fait partout. Ils ont fait ça avec Tyson, ils vont faire ça avec tous les champions. Donc moi, je suis vraiment super content pour lui, pour son retour. Je pense que c'est plus mental que ce qu'on pense. Ouais. Et c'est une question d'entourage aussi, parce que quand il perd contre Leon Edwards, où il prend un gros KO, le plus gros KO, il n'avait jamais pris de KO auparavant. Même un down, il n'en avait pas pris depuis des années. Il se mange un high kick qui vient de nulle part, il se réveille à l'hôpital, il ne sait pas il est où. C'est un choc quand même émotionnel, il faut digérer derrière. C'est dur de revenir, même pas 6 mois après, affronter le même mec avec les mêmes craintes, dans un délire un peu de revanche. On l'a vu, il n'était pas serein. Il n'était pas serein, des mauvais réflexes, il était vraiment craintif. Il avait peur de revivre le même scénario.
Et il arrête après ça, il revient, il prend un plus gros challenge encore, Ouais. c'est-à-dire Le Ramzan, ouais. une KTO dessus avec 10 jours de préparation. Il avait tellement pas confiance en lui qu'il a refusé le 5 rounds de lui-même. Et en plus, tout le monde se dit et spécule qu'il aurait pu gagner si c'était en 5 rounds. Lui, le premier, il se dit, bon, ok, il y a trop de choses qui se sont passées. Je vais prendre le temps qu'il faudra pour revenir. Il a pris plus de 600 jours à revenir. Et il revient de cette manière. Franchement, moi, j'applaudis. Ouais, c'est... On va la détailler justement, cette victoire aussi avec toi, Mathis. On parlait des takedowns tout à l'heure avec Oumar Sy. Là aussi, il y avait un plan de jeu, j'allais dire un game plan, super bien préparé de la part d'Ousmane. Clairement, il s'était alors laissé le temps s'écouler au maximum dans le round. Et puis quand on arrive vers la fin, passer sur le takedown et maîtriser au sol jusqu'au bout, en fait. Ouais, bah, Ousmane, ce qu'il a fait, c'était simple. C'était du très simple. C'était du 1-2. Basique, il cadrait, et dès qu'il voyait la distance se rapprocher, il courait en lutte. On peut le voir là sur les extraits, c'est que bah, là c'est le premier round, 40 secondes, il est en lutte. Ça met déjà la petite alerte à Buckley, et c'est qu'après même sur les autres rounds, c'est pas pareil, tu sais qu'au bout de 40 secondes il va rentrer en lutte, etc. Mentalement c'est compliqué, tu sais que le mec, c'est comme Chimaev, en fait il va faire que ça, et là bah, ce que Buckley n'a pas réussi à faire, c'est dévier les attaques, et on voit là totalement, il a la ramasse, Buckley et Ousmane, franchement. En 4 rounds, parce qu'au dernier, il a. Oui, voilà. Non, mais c'est ce qu'on va voir après. Mais ce qui est fou, c'est que ça fonctionne quand même sur les 4 premiers rounds, quoi. Ça marche et Buckley n'arrive pas à trouver la solution à ce moment-là. Donc, c'est psychologique. Et les petites frustrations, et Buckley sur le 5e round, il se dit en fait, bah, il a que ça à faire. Il peut que le mettre KO ou le soumettre. Et le soumettre, et là, c'est bien dans cette séquence, tu le vois, il rigole, mais en fait, parce qu'il regarde le timer, il se dit ah ouais, encore 2 minutes à tenir comme ça. C'est long. Compliqué. Et en c'est fait, dur, c'est comme tu as dit, en fait, il a une lutte en chaîne qui est quasi parfaite. Et là, on le voit, il n'arrive pas, il repart. Et ce qu'il a fait, il est beaucoup plus explosif que. Bon, c'est des petites KT, mais on voit, il a vite saisi les 10 doigts. Et il a directement emmené en double leg. Oumar, ce qu'il avait fait, lui, c'était qu'il est resté la tête basse, mais dans une mauvaise position. Il y a plein de petits paramètres qui rentrent en jeu. Et après, Oumar, ça fait que 6-7 ans, je crois qu'il fait du MMA comparé à Ousmane. Un lutteur naturel, c'est un lutteur naturel, du coup, on ne peut pas les mettre sur le même niveau, mais il y a des petits détails techniques comme ça qu'on pourrait éviter. On va voir quand même que malgré cette domination qu'il y a eu de la part d'Ousmane, quand même dans les 4 premiers rounds, Buckley, il a su être clinique quand même à certains moments et à mettre des coups qu'on fait mal aussi à Ousmane, qui malgré tout bronche pas pour autant, parce qu'il a un menton aussi quand même nigérien. C'est ça. Moi je sais pas pour vous, mais dès que ça commence à rentrer dans la pocket, les petits échanges dans les petits périmètres, j'ai eu peur. Bah oui. À chaque fois. Son schéma défensif, il est très mauvais à Ousmane. Il baisse sa tête, il aura pu se manger je sais pas combien de genoux, combien du percute. Il met sa tête entre ses épaules, il baisse sa tête avant de reculer au montant. Et là, il se fait toucher plusieurs fois à courte distance. Tu vois, il prend des crochets, il chancelle, même si ça touche pas, mais il chancelle, on dirait. Même s'il est déséquilibré, quoi. À l'image, ça va vite, des fois, t'as peur que tu le vois là. Connecté, les trucs. Exactement, et surtout sur le 5e round où justement il y a eu une baisse de régime du côté d'Ousmane. On s'est dit, oula, il ne faut pas que ça se passe comme avec Edwards, il ne faut pas qu'il prenne le mauvais coup au mauvais moment et qu'il prenne son KO. Parce que Buckley, sur le 5e, il a vraiment tout donné, il a mis une grosse accélération. Ousmane, il a été beaucoup moins efficace sur la lutte. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Buckley, malgré les 4 rounds d'avant de lutte qu'il a pris, il a toujours été explosif. Du début jusqu'à la fin, des premières secondes jusqu'à la fin, il est toujours autant explosif. C'est ça, parce que franchement, c'est choquant. Pour arriver à sortir le dernier round dont on parle, donc on va regarder justement avec la domination de Buckley qui aurait pu clairement terminer aussi le combat à ce moment-là. Bien évidemment. Alors, moi, c'est ce que j'allais vous demander. J'allais dire, est-ce que c'est grâce que à la fatigue d'Ousmane, ou alors c'est juste Buckley à un moment donné s'est dit j'ai pas le choix, il faut que je trouve une autre stratégie de toute façon et essayer de. C'est un mix des deux. Un mix des deux. Je pense surtout que athlétiquement, Buckley, c'est une machine de guerre. En fait, on l'a toujours. On le voit, ça se voit, c'est un 77. C'est un 77. Il a été en 84. Qui frappe fort. Et en fait, il est explosif sur 5 rounds, alors qu'il s'est fait dominer la lutte, comme tu l'as dit, Mathis. Et on peut le voir sur cette défense-là, ça coûte de l'énergie, repousser les hanches, passer le whizzer, etc. C'est dur. Kamaru était si fatigué que ça. Non, c'est Buckley qui a réussi à le mettre en échec aussi. Il a réussi à se transcender physiquement pour rivaliser. Il s'est relevé. 5 fois, il a tenté de l'amener au sol. 5 fois, il s'est relevé sur le 5e. Il a fait le taf sur la partie lutte de défense. Il a été agressif. Il a beaucoup plus avancé face à Ousmane. Et c'est vrai que quand le striking juste après la séparation du clinch, il a été vicieux et il a été bon. Il aurait pu vraiment faire vraiment mal les uppercuts qui passaient, les crochets aussi. Ouais. Donc franchement, moi j'étais impressionné par Buckley. En fait, Kamaru, il a fait un sans faute et Buckley,
Il a fait un sans faute sur le dernier round. Voilà, C'est ça. Ouais, sur le dernier. Mais ça sur va le être frustrant dernier pour lui, du coup, de se dire qu'il aurait pu aussi, s'il avait fait ça dès le début. Et je pense qu'en fait, il ne croyait pas en ses défenses. Ouais. Il s'est laissé endormir, oui, bon, il Et va se fatiguer, il a 38 ans, faire, etc. Mais il s'est fait avoir par Ousmane. Et Ousmane, on l'a très bien vu, il a fait des dégâts, les coups de coude, les frappes, ça use aussi. Hein. Ouais, il a une lutte bien pourrie. En fait, justement, il arrive à enchaîner, à bloquer, à taper, justement. On en parlait aussi en off, avec un contrôle des mains, contrôle de hanche aussi, pour pouvoir frapper de manière vicieuse, faire du dégât. Dès le début, il a ouvert la paupière. Et ça sur le long terme, ça fait comme des pièces dans une caisse. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est ça ce qui fait manquait du à dégât. Oumar, par exemple, sa phase de lutte. C'est ce qui manquait. Vraiment, sur ces 3 minutes, il a mis 2 genoux, mais presque sans impact, à 10% de force. Et je pense que c'est ce qui manquait à Oumar. Ouais. Des petites frappes, des petits coups, juste pour marquer des points. Marquer des points, faire penser aussi le mec qui défend à autre chose. Voilà. Est-ce qu'on va il y aura des coups après être moins prévisible aussi. Ouais. Trop d'options. En fait, plus tu vas donner d'informations à ton adversaire, plus il va être perdu. Plus il va être perdu. Plus, même son système nerveux se fatigue. Ouais. Bon, en tout cas, Ousmane, du coup, il conforte quand même sa 5e place au classement de ses moins de 77. En revanche, quand même, occasion manquée aussi pour Buckley de gravir un petit peu les échelons. A priori, on va les revoir très vite tous les deux. Djalito, ça peut être quoi la suite pour Ousmane? C'est ton moment. Moi, je pars une semaine et on crée une nouvelle rubrique dans cette émission. Tu es matchmaker maintenant. Ok, d'accord. Hunter Campbell n'a qu'à bien se tenir. Alors, en gros, le principe, c'est on reprend la carte de l'UFC du week-end et tu nous dis qui pourrait affronter dans la prochaine fois les combattants qui étaient sur la carte. Exactement. Alors Ousmane, du coup, contre qui tu le vois la prochaine fois? Il y a eu un petit call-out, il y a eu des choses. Et pour moi, c'est clair et net. Ok, Belal Mohamed pour le statut de premier contender. Ouais. On va dire légitime et officiel pour les welterweight. Buckley, je le vois contre Edwards. Edwards, il est sur une série de 3 défaites. Buckley, en fait, sa défaite, elle n'est pas... c'est pas une défaite qui change quelque chose à son statut. Il reste toujours aussi jeune, prometteur. Là, il perd contre un vintage Kamaru. Le Kamaru avant de sa montée pour être champion. Donc, c'est un matchmaking qui m'intéresse. 2 gauchers. Buckley-Edwards, ça peut vraiment se finir... Enfin, ça peut finir la carrière d'Edwards, en fait. Je pense que les deux ont tout à perdre. Les deux ont tout à perdre. Les deux ont tout à perdre. Buckley un peu moins. Edwards est plus sur la fin que Buckley. Voilà, 3 défaites de suite. Et vu ce qu'il a montré, surtout sur les derniers combats où on sent qu'il n'a plus la motivation, il n'a plus envie. Il ne cherche plus la ceinture, forcément, on a l'impression. Donc, contre le mur, un combat qui peut être un fight night, qui peut. À Londres, ça peut toujours marcher. Donc, moi, ça m'intéresse. Ça pourrait être intéressant. Rose Namajunas, hier, qui a sorti Fight of the Night pour moi. Ouais. Franchement, je ne m'attendais pas à grand-chose parce que Maverick, je ne suis pas très fan, sachant que c'était 2 anciennes coéquipières qui se sont beaucoup entraînées ensemble. Qui se connaissent, ouais. En général, c'est des combats où les gens se connaissent. Ça dort un peu. Voilà, là, franchement, je me suis régalé. Ça m'a réveillé carrément pour vous dire. Donc, moi, je vois Namajunas contre Grasso. Ce sera un gros fight. Hein. Ouais, ça sera un énorme fight. Grasso qui, malheureusement, est sur 3 défaites de suite. Ouais. Et Namajunas qui est en train... Elle gagne, elle perd, mais qui se trouve maintenant dans cette catégorie. Ça reste un nom, hein, tu vois, c'est ça le truc. Ça reste un nom à arracher, donc ça peut être une très belle opposition. Et ça aussi, ça peut être un main event dans un fight main ou un co-main d'un gros fight. Donc voilà. Et Oumar Sy, je le vois contre Bellato, qui a combattu sur la même carte, avec un accident malheureux où il a fait l'acteur un petit peu Bellato, mais quel acting, quel acting. Donc je le vois bien pour se relancer, prendre un peu de recul, s'éloigner un tout petit peu du top 15, mais rester aux portes. Ouais. A priori, on va pas de toute façon lui proposer un top 15 tout de suite. Voilà, mais même il y a des gars qui vont... Pas trop loin. Des gars on sait qu'ils vont être dans le top 15 d'ici 6 mois, 1 an. Je pense que c'est pas le but pour lui. Le but, c'est de se relancer contre Bellato. Ça peut se faire à l'UFC Paris. Reprendre confiance, c'est un combat qui est accessible pour lui. Je pensais aussi à Kroot, qui est lui aussi dans le même cas, au bord du top 15. C'est entre les deux, mais Bellato, ça pourrait être vraiment une belle opposition. Il serait bien de le revoir à Paris. Ce serait trop bien de le revoir à Paris. Ça serait bien de l'avoir à Paris, ça pourrait lui redonner confiance. Il n'a pas eu de blessure, du coup. Après, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, ce qui est visible, c'est qu'il a eu. Pour l'instant, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé, mais ça serait bien qu'il puisse même se relancer vite. Ça fait du bien au moral. Il y a un fight qui te hype plus que les autres là-dedans, Mathis? Moi, ça serait vraiment le Ousmane Belal. Ouais. Parce que je suis un grand fan d'Ousmane. Et moi, j'y crois à son retour. Comme un fan, vraiment, contre Mohamed, il peut. Il peut. Vu ce qu'il a montré il y a la place en plus. Il y a la place. Mais après la montée en 84,
Parce que lui, c'est ses objectifs. Il dit non, qu'il mais va ses être objectifs, d'abord, c'est peut-être faire un... En fait, en gros, c'est Khan contre Belal Mohamed. Si Islam a la ceinture, c'est un gros fight. C'est le plus gros fight qu'ils peuvent faire chez les welter. Deux légendes. Est-ce que qui va avoir le record de... Enfin, il y en a un qui peut avoir le record de victoire chez les welter. Se rapprocher un peu plus d'un Georges Saint-Pierre, avoir le statut de GOAT pour de vrai de la catégorie, contre un mec comme Islam, que voilà, on sait que c'est une machine à cash, tout le monde a envie de voir ça. Même si c'est le même management, ça pourrait se faire. Et ça, Mais ils en avaient déjà parlé, il y a des vidéos qui sont sorties. Il y a très longtemps, il était question. Et ça serait bien. Et c'est Ousmane qui demandait le combat, en fait. Voilà. C'est ça. Et il sait que ça va khalas, comme dirait. Ah non, mais il sait que ça va. Notre grand artiste Doumbé. C'est pas mal en matchmaker. Hein. J'ai l'impression que ça te plaît bien, ce petit rôle. Franchement, je m'y plais. Qu'est-ce que vous pensez de mes compétences? Envoie ton profil à quelques orgas. Allez, messieurs, on va marquer une petite respiration sur AMC Sport 1 et puis on revient juste après pour faire le tour de toutes les autres organisations européennes et notamment le KSW. À tout de suite. Mais nous, on reste ensemble sur la chaîne Twitch d'RMC Sport pour vous faire gagner grâce à notre partenaire Winamax. Je vais vous poser une question. Le premier dans le chat qui répond repart avec 20 € de free bet. Attention, voici la question. Quel est le bilan d'Oumar Sy chez les pros en MMA? Le premier qui répond, les amis, gagne 20 € en free bet. Je jette un œil au chat en même temps. On veut le bilan d'Oumar Sy en pro. 11-1, Cantinou 11, c'est une bonne réponse. T'as été ultra rapide. C'est souvent toi qui gagne, je crois. C'est pas la première fois que. En fait, il s'est refait une carrière sur votre dos, en fait. 3 semaines de suite, on me dit qu'il gagne. 3 semaines. 20 € de free bet toutes les semaines. Bon, je te dis pas la marche à suivre, hein, du coup, a priori, tu sais comment ça va se passer. On fait un gros bisou à Sacha qui nous regarde. Bisous à Sacha. Jusqu'au bout. Allez, on est de retour sur RMC Sport 1 après l'UFC place au KSW avec notre Français Eladji Ndiaye qui a signé une entrée dans la salle dont on va longtemps se souvenir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs. Non. Eh bien, découverte totale. Regarde, Jalito sur une musique extrêmement connue. Eladji Ndiaye. Version. Il savait qu'il était en Pologne. Il a mis tout le monde d'accord avec la technique. C'est bon, t'as reconnu, tout va bien. Ça va. Bon, malgré le spectacle avant chaud, deuxième défaite de rang pour le Français après celle face à Ramzan Jambiev. Défaite cette fois-ci sur décision unanime face au Polonais Kava. Kabir, t'étais au commentaire d'ailleurs de ce combat, donc on va le regarder avec toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Français? On a l'impression qu'il a été dominé un petit peu dans tous les domaines finalement. Exactement, il a été dominé dans tous les compartiments. On savait que ça allait être un combat qui allait se faire debout. Pourquoi? Parce que Kava, c'est un combattant qui, en parallèle de sa carrière en MMA, fait également de la boxe anglaise. Et donc, il avait un très gros punch sur ses 8 victoires. Il en avait 6 par KO. C'était son premier combat au KSW. Et donc, il faisait l'ouverture de la soirée. Et face à lui, il avait un Eladji Ndiaye qui, lui, est plus spécialiste du taekwondo, qui était à l'aise debout, mais qui n'a pas trouvé de solution ni debout. Au sol, ça l'était encore plus compliqué. On le voit sur les amenées et les tentatives d'amener au sol. Il y avait un gros coup d'œil de Kava qui passait droitier, gaucher, qui avait une super gestion de la cage et de l'effort. Et il s'est fait cueillir de bout en bout. Donc pendant 5 rounds, ça a été très compliqué pour Eladji qui n'a pas trouvé de solution sur aucun aspect. Et en fait, il avait tout simplement un adversaire en face qui était vraiment au-dessus d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique. Et ça lui a manqué. Malheureusement, il n'a eu aucune solution pour remporter la victoire. Et donc c'était très compliqué pour lui. Mathis, t'as le temps de regarder un petit peu les autres orgasmes qui se passent à côté? En prépa, c'est compliqué. Ouais. 21h30, moi je suis un petit vieux papy maintenant. Tu vas te coucher ultra tôt? Je me couche tôt et je le fais des fois pendant une petite séance à la salle le matin.
Je regarde ce qui s'est fait dans la semaine, etc. Mais ça fait du bien des fois de regarder. Couper un petit peu. De couper, ouais. Ouais. Des fois, je coupe tout. Des fois, pendant 2-3 jours, je regarde plus. Hein. Après, j'ai une solution pour toi. Tu regardes le Fighter Club Sunday. Merci bien. Ah là, la passe D Évidemment. incroyable. Voilà. On se comprend avec En plus, Jalito. on rediff. On fait notre pub, tu vois. On fait de l'auto-promo. Auto-promo dans l'émission. Voilà, comme ça, t'es au courant. Tu devrais faire promoteur aussi. Ouais, je fais tout. Toutes les casquettes. Dana aussi, je viens pour ton boulot. Carrément. Bon, du coup, Mathis, si t'as pas vu cette soirée du KSW 107, on va te faire un petit plaisir. On va tout compiler en 3 minutes. Tu vas tout voir ce qui s'est passé. Et c'est grâce à Baptiste Coranti. Et le triangle qui a l'air plutôt bien passé. Attention, Polichou. C'est bien verrouillé là. Il a l'air pas mal, il a le bras aussi, il a la double option là. Vraiment, c'est le choix du roi. Et s'il arrive à vraiment lui faire péter ses appuis, il va être parfait. Attention, attention le triangle. Je sais pas si la c'est passé. Ouais, si la nuque est bien verrouillée, ça a l'air compliqué. Il y a un contrôle, on vérifie. Il faut tendre le bras. Il y a même une transition pour essayer de faire une hyper extension du bras. Peut-être une transition. Il faut lui rentrer la tête, appuyer sur cette tête. Et c'est terminé. Il a tapé. Il a bien tourné, Dominique, au bon moment. Ouais, mais il n'est pas sorti d'affaire. Il se remet dans le bras est pris. Ah, le bras est tendu. Le bras est tendu. Bien tendu même ce Il faut bien bras. lever le bassin pour Stasiak. Il manque pas grand chose. Serrer les cuisses. Il faut serrer les cuisses aussi, parce qu'elles sont un peu écartées. Ouh là là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Ça va être dur. Il veut pas taper. Il veut pas taper Dominique pour l'instant. Non. Il veut pas taper. Là, le bras Et il va tourne. sortir. Regarde ce coup. Oh là là là. C'est fou. C'est fou. Et Stasiak, il devrait continuer de tourner. Voilà, Ouais, pour parce qu'il va avoir- perdre la position. Waouh, il est sorti. Oh là là, il s'effondre. Oh là là, il est en train de craquer. Il est en train de céder complètement, c'est Ouais, fou. Physiquement, il craque. Ah, il va être arrêté, Et là, c'est s'il fou. se réagit pas. En plus, il reste 3 minutes, c'est long. Oui, S'il c'est réagit fou. pas, on va arrêter le combat. L'arbitre qui est très vigilant. Hein. Pour regarder qu'est-ce qui se passe. Là, c'est fini, les coups, c'est fini, là, je les pense coups, que- ça va ouais, aider. ouais, on Ça va va aider à stopper le combat. Faut pas qu'il s'arrête, la public. Ouais, c'est bien ça, qui continue. Et c'est terminé. Waouh, C'est waouh. fou. Il a cédé. Incroyable. Ouais, travail de feinte. Et là, il revient au contact. Attention, Guillotine. tentative de Il attend. guillotine. Contre la guillotine. Et il a l'air pas mal. Ouais. Il a des gros segments. Sous menton. Ouais, ça défend, Ouais, il a on l'air défend pas mal, du hein. côté de Cédric. Lushima. Il Il tape. Non, il tape, Oh il là tape, il là tape. là Il était bien là sous le là menton. là. Puis Warchik. Ouh, il a touché. Oh là là là, il a touché. Ouais. Et c'est peut-être ça le démarrage qu'on attendait. Ouais, voilà. Ouais. Oh, il est pas bien. Il est pas bien. L'accélération de Allez, Zielinski. ouais, c'est terminé, c'est terminé. Oh là 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 Une là là. accélération. Une Waouh. accélération, il a changé la donne. Oh. Et ben voilà, quand il touche, plus aussi. Hein. Ça y Il va est. avoir l'étranglement. Il verrouille. Et il tape. C'est terminé, il a fait Et c'est taper. terminé. Oh là C'est là. la finish. De Sébastien Prisbis. Et voilà, il charge tout de suite. Il a mis on a réussi. Ça va être difficile. Americana. Ouais, l'Americana, pourquoi pas. Crucifix, attention aussi. Hein. Ah ouais. Alors là, il pousse avec ses pieds. Et ça va être difficile. Hein, de... Ouh là là, elle est bien placée. Et Et il il tape. le fait taper sur Oh là l'Americana. là 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 là, quelle démonstration de force. Ils n'avaient pas le même niveau. Et voilà, il a pas perdu de temps. Regarde, Martin Lewandowski qui lui a ramené directement sa bière. Ouais. Magnifique. T'as pas besoin d'attendre d'aller jusque dans le bar. C'est réglé tout de suite. Tu fais ça, Mathis, aussi après. Avec une voix, jaloux. Ouais, Une petite pinte. Après, là, non, je leur laisse aux petits Polacs. Là. C'est leur délire. Je leur laisse à eux. Bon, on va continuer de revenir sur tous les événements du week-end, mais d'abord, Mathis, on a la chance de t'avoir avec nous, donc on va parler un petit peu de toi, combattant de l'AEC du PFL, invaincu depuis tes débuts pro. Tu vas remonter dans la cage le 5 juillet prochain. Ce sera face à Ibragimov pour ton deuxième combat au PFL. Comment tu te sens? Comment se passe la prépa? La prépa hyper bien, elle est longue par contre. Ouais. Elle est très très longue. Elle a commencé depuis quand, du coup, là? Du coup, tu as commencé parce que tu devais l'affronter. Je devais l'affronter Ouais. déjà Le le 23 mai. Le 23 mai, voilà. Le 23 mai au PFL Paris. Ça a été annulé, du coup ça a été redéplacé. Reprogrammé, Ça a été ouais. reprogrammé. Ça fait longtemps, ça va faire un bon 3 mois et 3 mois et demi, 4 mois, je suis T'es à fond dans la j'ai prépa. à fond dedans et on sait que c'est lui, du coup c'est long mais c'est positif, c'est-à-dire plus c'est long, plus on a le temps de se préparer correctement Ouais. pour... T'as pas fait une coupure quand ils ont annulé? la coupure, en fait, je l'ai continué juste au niveau de l'alimentation. Ok. Mais sinon, toujours pareil, 2 entraînements, j'ai rien changé. En fait, je me dis que si je faisais une petite coupure, ça
Alors, Ouais, ce serait dur de se remettre dedans après. Se remettre dedans, Ouais. je vais faire une coupure alimentation, c'est plus facile de se remettre que physique. Hein. Physique, c'est dur. C'est quoi, tu t'es fait plaisir un soir sur la bouffe ou C'est vrai? Ok. Je crois, le jour même qu'on me l'a annoncé, c'est le coach qui me l'a annoncé, j'y croyais pas du tout. Il a fait bugger tous les trucs de commande, là. À 2h du matin, il envoie toutes les applis, là. Voilà. Dis-toi, je suis parti m'entraîner et j'ai demandé à faire mon char tank quand même. Il m'a dit ça servait à rien comme c'était annulé. J'ai dit non, moi dans ma tête j'étais sûr que c'était pas annulé, c'était un prank. Ah, t'as eu du mal à y croire, ouais. Jusqu'au lendemain, je crois, j'y ai pas cru. Je suis parti manger un poké l'après-midi, mais le lendemain, moi c'est vraiment annulé. Ils ont fait le poste, ça y est. Je suis parti à Popeyes à Créteil. Je suis parti au Crousty à Bonneuil. Vraiment, j'ai mangé tout et n'importe quoi. J'ai fait ça y est. Tu t'es fait plaisir. Envie, en fait, je l'ai mangé avant de repartir dans la jet. Ouais. Parce que comme ça, je rentre dans la jet, j'ai aucun regret. Et moi j'ai une autre question. Est-ce que t'as pas peur d'être surentraîné, du coup? C'est Non. possible ça, d'être surentraîné? Bien évidemment. Ah ouais? T'arrives cramé. Ah. Mais c'est pour ça que je gère mes tendances. Et c'est pour ça que je dors à 21h ou C'est ça. 20h30 pour bien récupérer. Et, On te fait te coucher tard en fait ce soir du coup là. pour ne pas mentir, si je sors pas au cinéma, je me couche pas aussi tard. Sinon, vraiment, 22h30, je crois, je suis au max au lit. Hein. Une vie de mamie malgré la bagarre, c'est un truc ouf. Hein. Mais en même temps, 2 entraînements par jour, Ah, vu ce t'es qu'ils obligé. s'envoient. Obligé. Il y a quelques années, je couche à minuit, 2h, mais en fait, j'ai compris que ça jouait. Ça jouait beaucoup, ouais. Ça jouait énormément l'alimentation, le sommeil, et je le sens sur mes entraînements. Ma tête. Le sommeil, c'est la Ma vie. tête, j'ai dormi à 7h du matin. Faut dormir en fait, Jalito. C'est ça, Faire 21h. des siestes aussi, c'est bien les siestes. Voilà, la confiance en tout cas elle est de ton côté après ces 4 victoires depuis que tu es chez les pros. Ta dernière victoire en date c'était en décembre dernier pour ton entrée au PFL. J'imagine que tu as juste envie de continuer sur cette lancée. On parlait des bilans tout à l'heure avec Oumar Sy, etc. Tu tiens aussi à ce bilan à 0 défaite? C'est pas quelque chose qui m'a fasciné. J'ai jamais été fasciné par le zéro comme Khabib ou les Mayweather qui ont rentré ça dans le sport. J'ai plutôt du genre à aller prendre les meilleurs. Chaque personne qu'on propose dit oui. Et moi, ce que je veux, c'est je rentre dans la cage, je donne tout ce que j'ai. Quand je ressors, j'ai aucun regret. C'est que j'ai perdu ou que j'ai gagné, c'est que je ressors, je suis fier de moi. J'ai donné tout ce qu'il fallait. Si je perds, j'ai perdu. Des fois, je fais tout ce que j'avais à faire pour gagner. Si j'ai pas réussi, c'est pas passé. Mais moi, le zéro, c'est pas quelque chose qui me fascine. Ouais. Si je l'ai, tant mieux. T'en fais pas une obsession. Ça fait pas une obsession et ça fait vendre. Je sais que le zéro, ça fait vendre. Ouais. Si je l'ai plus, tant pis. Et je sais que les défaites, ça fait partie du processus. Ouais. Du coup, j'ai aucune peur de perdre le zéro. Ouais, c'est bien aussi de ne pas sacraliser justement la défaite et de ne pas en faire quelque chose d'interdit. On t'a vu très spectaculaire, notamment à l'AEC. Ça aussi, c'est quelque chose que tu veux montrer encore une fois aussi dans la cage, cet aspect-là de ton combat. On peut le voir en sparring, on le voit beaucoup en sparring. Je suis très charrieur pendant les sparring. Je suis quelqu'un qui parle à la caméra ou qui parle même au cours adverse directement. Ok. J'aime bien ce petit côté. Tu te nourris de ça? Ouais, j'aime bien, je suis un petit gamin en vrai dans ma tête. On est très charrieur dans le club, du coup en fait, il y a un truc qui passe, il y a un braillard qui passe, il fait dire attention, il est passé, etc. Et moi, c'est un truc que j'aimerais retranscrire dans la cage parce que je me sens vraiment à l'aise. Et je sais que ça fait vendre et si les gens ils kiffent, Tu parles anglais déjà? Un peu, on essaye. Ouais, c'est bien. Ouais. J'apprends quelques phrases pour Ibrahim là. Voilà. Très bien. J'allais te conseiller une petite compilation de Kevin Holland. Alors, t'en as des discours à donner. Hollande, McGregor. Ouais, t'en parlais, même il y avait une fois, t'avais regardé un combat de Caleb Plant et tu prends la même célébration. C'est une des célébrations que j'ai faites, c'était le soir, je suis dans mon lit, edit TikTok, j'arrive pas à dormir. Je fais, elle est trop bien cette célébration-là. Incroyable, les gens. Et si je le mets KO, j'ai dit, je suis sûr que je le fais. Il est mis KO, j'ai parti, je fais mince. Et je l'ai fait direct. Ah, t'es parti, t'es revenu. J'ai fait oh. Après, j'ai oublié. Ouais, vraiment, j'ai eu du mal. Ouais, franchement, ça, c'est. C'est marrant parce que quand on te voit comme ça, on n'a pas forcément l'impression. On dirait qu'il n'y a pas une once de malveillance. Non, ouais, il a l'air tout gentil, tout calme et tout. Et c'était quoi cette célébration du coup là? dont tu nous parles. Ouais, je sais pas, je l'ai vu. Et je crois qu'il y avait une embrouille entre deux boxeurs. Il avait dit ouais, je vais t'enterrer, je sais pas quoi, parce qu'il avait mal parlé de sa fille qui était décédée. Et Caleb Plant, il l'a mal pris, du coup, il l'a refait. Moi, je trouve ça trop stylé. Ouais. Et après, je suis parti m'excuser pour dire qu'en fait, il y avait rien de personnel quand même. C'était vraiment juste. Pour bien t'expliquer, le mec était allongé au sol, gisant dans son sang. Ouais, c'est ça. Il était comme ça, et Caleb, il le regarde et il fait. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment, c'était pour l'enterrer. L'enterrer, quoi. Je sais pas pourquoi tu montes ton doigt du milieu à chaque fois. Non, ça, je redis, je vais le redire et encore, parce que là aussi, il a mal fait son travail, je tiens à le préciser. C'était mon premier combat pro le 13 janvier 2024.
J'avais toute la salle qui était contre moi, mais vraiment, je crois que t'entendais même pas ma musique d'entrée, ça me huait tellement. Waouh. C'était une dinguerie, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, parce que je prenais un mec de chez eux. D'accord. Et pareil, les émotions, j'y réfléchis pas. Je dis, ah, bah, j'ai gagné, bah allez, prenez ça. Ah Dans oui, ma tête, d'accord. c'est ce qui s'est passé. Et le coach, il a pas vu au départ, il pensait que je levais juste les mains comme ça. Oui, Et quand il a remarqué, il n'y a pas que je me les suis mains fait que tu taper levais. sur les doigts un peu derrière. Gaëtan incendiage, il a du temps senti. Ah, et je me suis bien. Mais c'est parce que tu es dans l'émotion en Je pense fait que sur le j'étais moment. Et trop que... dans l'émotion. Ouais. J'étais encore T'as dans, du dans mal la à période prendre le où, recul. trop dans l'émotion et Ouais. faire la part des choses. Je me suis excusé énormément de fois. Et puis finalement, t'es peut-être juste un peu fan de Nate Jazz. C'est pour Je ça. tiens à pas préciser, grave. mais que quand c'est les autres combattants qui le font, ça ne dit rien. Mathieu Leto, il l'a fait à l'Hexagone, personne n'a rien dit. Mais vu que c'est moi, bon, c'est pas grave. Je le prends quand même, c'est pas grave. Mais je tiens à préciser que je m'excuse enfin au public rennais, parce que je crois que je vais faire 5 vidéos d'excuses. Les AEC n'en ont sorti qu'une seule. Ah. Mais un an après. Ah, dur. Du coup, T'as je laissé tiens à un petit peu préciser, dans ton je truc, m'excuse. là. Voilà. Du coup, je m'excuse encore une fois, c'était pas voulu. Et puis voilà, on passe à autre chose. Faut passer maintenant. On a tous fait des erreurs. Hein. Bah, évidemment. On va parler un petit peu de ton adversaire, justement, qu'on a évoqué rapidement, Ibragimov, Dagestanais, qui s'entraîne parfois. Tu as dû voir la photo, évidemment, avec Makhachev et Khabib notamment. Qu'est-ce que ça t'inspire de savoir qu'il s'est entraîné avec ces deux gars-là? Franchement, rien du tout. Ah ouais? T'en fous? Franchement, ça me fait. Bah, en fait, c'est que Delon, il peut s'entraîner avec qui il veut. C'est pas eux qui rentrent dans la cage le soir du combat. Je peux m'entraîner avec Topuria, Volkanovski, etc. Mais leur savoir, il est à eux et moi, j'ai le mien. Du coup, peut-être qu'il va piquer une ou deux techniques ou ça va le motiver, ça va le mettre en confiance. Il va avoir des mots doux à son égard, mais le 5 juillet, c'est lui contre moi, c'est tout. Ça t'impressionne pas du tout, quoi? Alors, vraiment pas du tout. Hein. Ouais. Leur culture de... Je respecte tout, mais leur coupe au bol, moustache rasée, etc. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Oui, tu sens qu'il cultive ce look-là, quoi. Non, mais moi je le dis, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sacralisent tellement ça, à cause ou grâce à cause des Nurmagomedov. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ces communications-là sur les réseaux avec ces genres de photos, etc. Hein. Mais moi, ça me fait pas peur. Hein. Est-ce que, mine de rien... C'est un homme, hein. Je tiens à préciser que c'est un homme, il a un cœur, j'ai un cœur, on a 2 bras, 2 jambes. Hein. C'est comme ça qu'il faut aborder tous les combats, en vrai. En Faut vrai. remettre les choses... A-t-il tort, finalement? Bah non. On sait que malgré tout, on peut en tirer un petit enseignement, c'est qu'ils sont plutôt bons sur la lutte, a priori. Est-ce que du coup, toi, tu te dis, je vais éviter d'aller sur ce terrain-là parce que c'est son point fort, ou à l'inverse, tu te dis, je vais peut-être essayer de le surprendre sur son terrain? Bah, ce qui est marrant, c'est que moi aussi, j'aime la lutte. Du coup, est-ce qu'on va se retrouver sur un combat de lutteur ou un combat de striker ou un combat de mec intelligent? Je sais que c'est un mec intelligent, mais on connaît son style. Il va chercher que la lutte, mais est-ce qu'il va réussir à me faire tomber? Est-ce qu'il va réussir à mettre la main sur moi? Ça, c'est une autre question aussi. Du coup, moi, je suis préparé à ça, en tout cas. Moi, je suis préparé à toute éventualité. Je peux lutter, je sais défendre la lutte, je sais boxer. Du coup, j'ai aucune crainte sur la lutte ou autre. Franchement, comme je le dis, ils font vraiment pas peur. Il faut juste lutter avec eux. Hein. Parce qu'on a pu le voir, il y a un combat qui l'a montré. C'était un combat français. C'était Paul Dena contre Alan Landouzi. On vendait Paul parce qu'il ne savait pas lutter. Il l'a emmené au premier round, ça a changé la donne. On l'a vu aussi pareil pour... bon, c'est différent, Merab contre Nurmagomedov contre Oumar. Du coup, ça a changé, mais c'est pareil. Volkanovski contre Islam Makhachev aussi. Du coup, en fait, quand quelqu'un rentre dans la cage sans avoir peur de ces stéréotypes-là, en fait, on voit que ça change totalement la donne. Et franchement, il faut rentrer pareil, confiant et être sûr de ce qu'on fait en entraînement. Ce sera en tout cas le 5 juillet prochain. Tu es aussi annoncé d'ailleurs sur la carte d'un prochain AEC en octobre au Mans, carte sur laquelle on retrouvera aussi Amaury Wako. Tu vas continuer du coup d'alterner entre les deux, entre le PFL et l'AEC. Ça te convient bien ou comment ça va se passer la suite pour toi? Moi, tant que je combat, je ne vais pas vous mentir, tant que je combat, moi ça me va. Si je peux combattre 4-5 fois par an, moi je suis OK. Et je sais qu'il y a eu une petite collaboration entre l'AEC et le PFL. Je crois que ça fait 3-4 athlètes qu'ils envoient au PFL. Du coup, franchement, ils s'entendent bien de ce que je sais. Du coup, franchement, si je peux combattre dans les 2 organisations, ce qui me permet de combattre plus souvent, moi, je suis preneur. Hein. On me dit, tu combats là, je combats là, je me prends pas la tête sur ça. Ouais, tu te focuses sur les adversaires qui arrivent face à toi. Mathis, tu restes avec nous parce qu'on a encore plein de choses à voir ensemble. Il y avait l'Octagone qui était à Prague, je ne te l'apprends pas, Gialito, ce week-end. Pour l'événement 72, on va voir les meilleurs finishes de la soirée qui sont compilés par Alice Caillot.
Et si le vrai spectacle à ne pas rater hier soir n'était pas à Atlanta mais à Prague? C'est en tout cas ce sur quoi a misé l'Octagone. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Une arène au cœur du stade du Slavia Prague, 28 000 spectateurs et 2 combats pour des ceintures. Dans le main event, une Infinity Belt en jeu entre 2 vétérans de 39 ans, Carlos Vemola et Attila Veg, et un début de combat qui n'a pas tenu ses promesses. L'arbitre qui s'impatiente un peu, le public aussi, parce que bon... On a besoin d'un peu plus de flamboyance, de spectacle. Jusqu'au réveil d'Attila. Attention à l'accélération là d'Attila Veg. Et c'est le bon moment, ça y est, c'est bien parti. Ouais, il a touché. On a le chaos, ça y est, enfin. Peut-être, ou pas. Oh là là, il faut être plus précis. Il tient encore debout, Mickaël, mais... Ouais, on sait pas comment... C'est surhumain. Il n'est plus là, et pourtant... Mais la stratégie 100% cage control a payé. Et la trilogie entre les 2 combattants prend fin avec une victoire sur décision unanime du Tchèque. Pour voir du vrai show, il fallait peut-être regarder à côté de la cage. Ou plutôt, arriver un peu plus tôt, avant les combats principaux. Pourquoi pas aller chercher l'intervention du médecin. Il pourrait intervenir, vraiment, là, il commence à être sacrément ouvert. C'est le meilleur moyen d'arrêter un combat, les coups de coude. Et encore, de nouveau, les dommages sont visibles. On est sur une domination totale. Alcina, il regarde encore une fois le chrono, voir où il en est. Oh, il est tombé, ça y est, c'est fini, il a été touché. Il a été touché. Et on voit bien que ce fort savait qu'il se dirigeait tout droit vers une victoire, on le sentait bien. Même les prélims ont réservé quelques surprises. Et pour ceux qui regrettent d'avoir raté la soirée, rendez-vous le 28 juin pour l'Octagone 73 sur RMC Sport. On voit un monde de dingue, encore une fois. Les images de l'Octagone, elles font rêver. Hein. Ouais. On aimerait bien avoir. C'est populaire de dingue. T'imagines un Parc des Princes comme ça? Un Octagone France, ce serait dingue. C'est matchmaker, tu peux organiser des trucs maintenant. UFC Paris, numéroté. Tu peux tout faire. Là, on peut. Tu mets après, Main event au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Franchement, t'as envie de le remplir facilement. On est en 2025, tu mets Baki Doumbé encore, ça remplit. Ouais, fort. Vraiment, le retour de Doumbé, c'est ça? Je te jure, ça le fait. Ouais, sa revanche, allez. Après les États-Unis et l'Europe, on va aller en Asie, messieurs, un petit peu pour le One Championship où notre petite pépite française Enzo Claris s'est illustrée en boxe taille, victoire par KO dès le premier round. On va la revivre tout de suite avec les commentaires de Lucie Berthaud et Antoine Simon. Et voilà, il envoie la balance. Bah oui, il sait maintenant, Enzo, allez. Ah, il déteste l'anglaise de taille et c'est fini. Oh là là, il reviendra pas, ouais, non, c'est bon. Ça sert à rien de le compter, il ne remontera pas. Ah, il déteste l'anglaise. Il peut pas. Oh là là, quelle victoire d'Enzo Claris, magnifique. Quelle anglaise. Ouh là là. Et voilà, son coin avait raison de lui dire d'y aller. C'est en accélérant, en fait, il a réussi à submerger son adversaire avec ses coups. Il n'y avait que des combats de fou. Kabir, victoire très impressionnante pour le coup du Français. Il a 21 ans seulement, sa deuxième victoire en 3 combats au One. Là, ça marque les esprits, ce genre de KO. Tout à fait. Après, on est habitué au One, c'est vraiment une organisation ultra spectaculaire. En Asie, c'est des combattants qui ont des gants tout petits, c'est des formats très courts. Il faut savoir que la boxe taille, initialement, c'est un format avec 5 reprises, avec un système de pari où finalement on fait monter les enchères au premier round, au 5e on redescend le rythme. Là, avec le One et le format télévisé, on est parti sur 3 rounds de 3 minutes, ultra explosifs et des bonus à la clé si on met KO l'adversaire. Donc forcément, tout est fait pour générer le spectacle. C'est un cocktail qui est fait pour avoir du spectacle et des gros KO. Et on voit beaucoup de Français s'illustrer dans l'organisation. On pense aussi à Labi Nanal qu'on avait vu récemment. Qui était venu sur notre plateau. Et qui est en train de tout arracher actuellement. Il y a énormément de Français. On parlait de Joachim Orgui aussi. Exactement. Qui fait un très beau travail. Et c'est top de voir des Français s'illustrer. Le travail de Mehdi Zadout aussi, il faut le souligner. Alexis Nicolas aussi. Alexis Nicolas, bien sûr. Champion, comment oublier Barbossa champion au kickboxing au One. Franchement, moi, c'est mon petit plaisir du vendredi. Pareil, le One. Commenter avec Baba. Exactement, c'est mon petit plaisir du vendredi. Personne ne va me l'enlever. De la violence comme ça, de midi, 14h jusqu'à 17-18h. Mais là, faut pas beaucoup pour te contenter, bon, en fait. Tu vois, t'es un homme simple. Le One, le vendredi.
Un autre événement le soir, et le samedi encore, et le dimanche. Comme ça, il dort 3 heures par week-end, il est bien. Il y a le Sunday le dimanche. Promo A, il a capté. Que demander de plus? Un week-end bagarre. Voilà, que demander de plus? Non, le One, c'est top. Et même au-delà de ça, l'organisation là-bas est vraiment top. J'ai eu la chance de pouvoir y aller à plusieurs reprises. Ouais. Et donc, c'est vraiment une super ambiance, des combats fous. Et c'est dans un stade mythique, hein, ça s'appelle le Lumpini. C'est un des stades les plus mythiques de boxe thaï. Tous les boxeurs rêvent de boxer là-bas. Et avoir des gros fights là-bas, c'est vraiment incroyable. Il va marquer les esprits, en tout cas, Enzo Clarisse, sur ce KO. C'est pas le seul, d'ailleurs, à avoir réussi un KO retentissant dans cette soirée du One. Il y en a eu énormément, beaucoup, comme toujours, en fait, on a envie de dire. C'est un peu. C'est la base. C'est la routine. C'est vraiment la on s'en lasse pas. Eh ben, on s'en lasse pas du tout, même on va se faire un plaisir parce que je pense que Mathis n'a pas tout vu. Donc, du coup, on va regarder. Tu as de la chance parce que Baptiste Coranty, il te prépare tout ce week-end là, pour que tu vois tous les clés en main. Merci Baptiste, je parlerai de toi au patron. Oh, papa, le coup de pierre Oh tourné. là là là, c'est beau ça ce qu'il propose, le Dagestanais. Attention. Oh, le percute. Oh là 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 là. Et c'est terminé. L'arbitre arrête tout de suite. Le massacre. La vitesse d'exécution. L'agressivité. Il a eu du mal à trouver ses marques au début. Hein, et il n'était pas très précis sur ses premiers coups. Mais dès que ce coup de pierre tourné est rentré, ouh là là, derrière. Oh là là, il a... Ouais, non mais il s'arrête plus là. Ah non, c'est une machine à distribuer. Et là, s'il renvoie son adversaire au tapis, c'est terminé. Hein. Je vous rappelle la fameuse règle des 3 downs dans un round. Et c'est terminé. Le coup au foie. Un middle au foie, la démonstration. C'est bien de mixer corps et tête. Et il a touché au corps. Ça y est, il a touché au corps. Ça y est, il y est. Oh là là. On va avoir un KO. On va avoir un KO, Antoine. Et il l'a arrêté. Et c'est terminé. Il est arrêté. Il est revenu. Le comeback. Oh là 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 là. Le high kick magnifique. Wow. Et Face il est pas bien. Face il est pas bien. Est-ce qu'il peut revenir? Est-ce qu'il peut revenir? C'est compliqué là, Antoine. Mais non, faut pas le. Mais non, il tient à peine debout. Mais non, mais il a pas du tout envie de retourner en fait. Non, faut arrêter, faut arrêter. C'est terminé. Il peut pas rester debout. Mais c'est terminé. Il arrive même plus à faire face. Oh, l'accélération terrible. Il prend tout dans la tête, hein, non, mais il est plus du tout lucide. Non, mais il n'y a plus personne. Il faut arrêter le combat. Faut arrêter le combat. Wow. Fallait pas le laisser repartir. Ils sont dans un état les deux. Ils vont aller au bout. Non, ils vont peut-être pas aller au bout, Lucie. Ils vont pas aller au bout. Oh là là. Et je t'ai dit, un down maintenant, c'est dur. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Il pourra pas se relever. Il pourra pas se relever. C'est terminé. On va arrêter le combat. Et c'est fini. Oh là là, il n'y aura pas de down. C'est un scénario hollywoodien qu'il nous offre là. Oh là là là. Sans mine. Ah, c'est terminé, il a éteint. Il dort, ça sert à rien de le compter, il ne se relèvera pas. Singdom Tonga, la puissance de frappe d'Ondash. Quelle puissance de frappe. Et même s'il gagne le... Oh, il a éteint. Oh là là, il a déconnecté avec ce high kick. Encore ce high kick jambe droite. Encore lui, oh là là, sorti de nulle part. Oh là là. Et ça sentait pas bon pour lui, on sentait le vent tourner. Et là, il signe le KO de la soirée. Oh, il cherche que le KO, je vais dire, il cherche que le KO et il l'a plus. Il a eu le KO avec un coup de coude retourné phénoménal. Oh là 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 là. Force tranquille. J'allais dire. On l'a pas vu venir. Et ça, c'est le KO de la soirée. On a eu 4 KO de la soirée, mais celui-là, c'est le KO de la soirée. On a mangé du popcorn en plateau là, en regardant là. Il y a un message dans le chat, et magnifique. Herbdin serait fier. Je pense qu'il parlait de l'arrêt. Ouais. C'est un arrêt encore plus dans les arrêts de jeu que les arrêts de jeu. C'est vrai que c'est un petit peu tardif de la part. Un petit peu beaucoup tardif de la part de la s'il meurt, il meurt. Ouais, c'est un peu ça. Bon, messieurs, pour finir, un petit mot de judo, parce que vous le savez, en ce moment, vous pouvez suivre sur RMC Sport 1 tous les jours les championnats du monde. Ça se passe à Budapest. Vous avez les qualifications le matin et puis les finales en début de soirée. Il y a pas mal de déceptions jusque-là pour les tricolores, mais heureusement, on a une bien belle journée aujourd'hui avec évidemment en point d'orgue le titre pour Johan Benjamin Gaba, celui qui nous a fait rêver au dernier Jeux de Paris, a récidivé pour décrocher sa première médaille mondiale en individuel chez les moins de 73 kilos. Allez, passez en dessous fort. Le faire réagir. Voilà. Oui, c'est fini. Johan Benjamin Gaba vient à nouveau de surprendre le monde. Pour la première fois, un Français devient champion du monde dans la catégorie des moins de 73 kilos. Qui avait pensé ça possible? Johan Benjamin Gaba vient de surprendre le monde. Alors qu'aux Jeux Olympiques, il avait été absolument formidable en finissant
vice-champion olympique qui en perdant de peu sur Hedarov. Là ça passe face à Karnine à nouveau sur cette attaque en reprise. Tu te souvenais de Johan Benjamin Gabin? T'avais regardé les Jeux un petit peu de Paris ou pas? Totalement, je travaille à Fitness Park. J'étais posé, je crois que j'ai retourné le bureau quand j'ai tout le monde. Et pourtant, je regarde pas le judo, mais il l'a rendu tellement facile qu'en fait, c'était facile. Du coup, j'ai compris. Et franchement, quand tu vois la joie et la ferveur que ça a supporté, c'est dingue. On peut qu'admirer le parcours. Hein, et c'est vrai, même le travail que vous avez fait avec le film, il est très jeune. Il est RMC Sport à retrouver sur la chaîne YouTube, toujours disponible sur Johan Benjamin Gabin. C'est ça qui est fort aussi, tu le dis, Kabir, d'avoir réussi ce qu'il a réussi au JO, parce que c'était un exploit, on peut parler d'exploit, mais d'arriver à confirmer derrière, parfois c'est encore plus dur finalement. Ouais, tout à fait. Et là, il a fait quelque chose que jamais personne n'avait réussi à faire, à choper justement le titre dans cette catégorie. Jamais aucun Français n'en avait été champion dans cette catégorie des moins de 73, donc c'est beau de le dire aussi. Un petit peu plus tôt, il y avait une autre Française qui avait décroché une première médaille ce jour-là, c'est Sarah Léonie Cizik qui a décroché le bronze. Cette fois-ci, notre tricolore, c'est sa première médaille mondiale en individuel chez les moins de 57 kilos cette fois-ci. Elle s'est imposée face à l'Ouzbek Aminova dans le combat pour la 3e place dans le Golden Score. Donc, vous le savez, au-delà du temps réglementaire, ça peut durer très longtemps. Parfois, c'est la première qui marque qui a gagné. Elle ressort mitigée quand même de ces championnats du monde parce qu'elle voulait repartir avec l'or après sa médaille de bronze à Paris et puis l'argent à Tokyo. Mais elle a quand même su se remobiliser parce que vous le savez, en judo, quand on perd en demi-finale, c'est pas fini. On a encore la chance d'avoir une médaille de bronze par la suite. Jusque-là, il n'y avait qu'une médaille pour les Bleus. C'est pas pour Amandine Bouchard, pour Walid Kiar ou encore Luca Mechedze qu'on attendait justement dans ces mondiaux et qui sont tous repartis déçus, mais c'est pour un homme qu'on attendait moins, c'est Romain Valadier-Picard qui lui repart avec une médaille d'argent chez les moins de 60 kilos, lui qui n'avait jamais encore décroché la moindre médaille en championnat du monde. Vous le savez, sur les médailles d'argent, c'est qu'on a perdu en finale. On termine sur une petite mauvaise note, mais il a 22 ans, le Français, c'était face à un Japonais, Nagayama. Il perd sur ce hippon. Il avait décroché le bronze au dernier championnat d'Europe. Il réalise encore un plus bel exploit cette fois-ci dans ces mondiaux. Il fait mieux donc que le numéro 1 français et numéro 1 mondial dans cette caté, qui est Luca Mechedze, qui lui a été éliminé dès les 8e de finale. Voilà, donc pour le moment, c'est 3 médailles donc pour les Français. Ça va continuer jusqu'à vendredi prochain, ces mondiaux de judo sur RMC Sport 1, tous les jours en direct de Budapest. En plus, tu seras là-bas. Je pars demain, tout à fait. Trop bien. Je vais prendre la relève de Thomas Desson, on fait un petit tapis de main pour le relais, tu vois. C'est un match tag, là. Comme au catch. C'est ça. Chacun son tour. Et il y a encore plein de belles choses. Il y aura Roman Dico, notamment, qui sera là aussi. Donc, il y a plein de belles choses à suivre encore tous les jours sur RMC Sport. Avant de se quitter, je vais vous donner les prochains rendez-vous combat. Il y a un rendez-vous UFC en prime time le week-end prochain. Ah, tu vas pouvoir dormir la nuit. Nuit blanche. Ce sera le 21 juin. C'est à Bakou en Azerbaïdjan. Voilà pourquoi c'est en prime. Donc 21h sur RMC Sport 1 avec ce main event chez les mi-lourds entre Jamal Hill et Khalil Rountree. Voilà pour l'affiche. Et puis on suivra aussi le même soir. Alors là, il faudra choisir. Du coup, tu mets double écran parce que sur RMC Sport 2, il y aura l'Hexagone à Courtrai en Belgique. Ce sera sur RMC Sport 2 dès 20h30 avec notamment Walid Tandia dans ce choc franco-français face à Sahel Walizadas. Voilà pour le beau programme. Ça va, Mathis? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Très bien, tu vas pouvoir aller te coucher 23h30. Ça va, on n'a pas trop tardé. Va, non, franchement, c'était plutôt cool. On ne voit pas le temps passer. Ah, ça, c'est une bonne chose. Quand ça se termine comme ça, c'est que c'est bon signe. Ouais, c'est très bon signe. C'était en bonne compagnie. Ouais, exactement. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Jalito, Kabir, merci d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Ce sera Charles Chevalier, du coup, dans ce fauteuil la semaine prochaine. Je prendrai un petit peu de repos après la semaine à Budapest. Tu m'en veux pas, Jalito? On se retrouvera le dimanche d'après. C'est un droit constitutionnel. Je ne peux rien y faire. Ok, ce sera comme ça. C'est important. On espère que tu reviendras rechargé pour la suite. J'espère. Plein de médailles, surtout. Je vais faire venir avec plein de médailles. Merci, les gars. Merci. Avec des gants, tu veux? Ouais, non, mais ramène pour les ramener. Pour le décor. Ouais, c'était un peu plus difficile dans la négociation. Là, je pense. Merci à Anthony Sterpini, toutes les équipes d'RMC Sport qui ont préparé cette émission. Les sports de combat ne s'arrêtent jamais, vous le savez, sur RMC Sport. Nous, on se retrouve très vite. Dès demain, le judo, ça continue. Et puis tout le week-end prochain pour l'UFC et l'Hexagone. Très belle soirée à tous. Ciao.